À 2h17, l'appel tombe avant le premier cri. Un homme souffle qu'elle a glissé dans la baignoire. Puis il ajoute un détail que personne n'a demandé. Il dit que son cou a dû casser. La répartitrice demande son nom. Il répond « Julien Marot, 36 ans. L'adresse suit rue des Saules, à Limoges. » Sa femme Claire ne respire presque plus. À 2h19, une voisine ouvre sa fenêtre. Elle n'a entendu ni chute, ni appel. Seulement l'eau coulait depuis plusieurs minutes. Et la voix calme de Julien dans le couloir. Les policiers arrivent à 2h24. La caméra piéton filme une salle de bain étroite. Claire Marot, 34 ans, est au sol. Sa tête touche le tapis, pas la baignoire. Julien et Marie, colocataires, premier témoin, premier appelant. Il dit qu'il dormait dans la pièce voisine. Il dit avoir entendu un bruit sourd. Il dit l'avoir trouvé, coincé contre la faïence. Le secouriste note du sang léger, pas à l'arrière du crâne, sous le menton, et une fine marque rouge, presque horizontale. Julien répète le même mot, chute. Il le répète avant toute question médicale, avant toute photographie, avant même que Claire parte aux urgences. À 2h31, l'agent Bernard regarde la baignoire. Aucune bouteille renversée, aucun savon au sol. Le carrelage est humide, mais sans éclaboussure large. Sur le lavabo, un téléphone vibre. Écran fissuré. Message non lu, reçu à 1h58. Le prénom affiché n'est pas Julien. À 3h12, Claire est déclarée morte. Le dossier initial parle d'accident domestique, possible glissade, possible traumatisme cervical. Rien, alors, n'annonce un homicide. À 7h46, Julien donne sa première version. Claire aurait bu 2 verres de vin. Elle se serait levée, étourdie, puis tombée. Il dit avoir tenté un massage cardiaque. Ses mains, pourtant, sont presque propres. L'infirmière signale un détail différent. Les ongles de Claire contiennent des fibres bleues. Julien portait un sweat bleu marine. Il dit ne pas l'avoir approché longtemps. La vidéo corporelle montre l'inverse. À 8h20, la scientifique entre. Elle photographie le rideau de douche décroché. Une tringle intacte. 2 anneaux arrachés seulement au centre. Comme si quelqu'un s'y était agrippé. Le message de 1h58 est récupéré. Il vient d'une collègue, Sonia. « Tu peux dormir chez moi si besoin. » Julien n'en parle pas. Il assure que leur soirée fut normale. Claire, selon lui, n'avait peur de rien. À 9h05, les policiers parlent aux voisins. Le couple s'était disputé vers 1h30. Un homme criait. Une femme répétait « Lâche-moi le bras !» Puis plus rien. Puis l'eau, plus tard. À ce moment-là, l'appel de Julien change de couleur. Ce n'est plus seulement un secours. C'est peut-être un récit préparé. Et chaque minute avant 2h17 compte. Le téléphone de Claire livre ses déplacements. Dernière activité à 1h51. Recherche d'hôtel près de la gare. Puis un brouillon jamais envoyé. Il m'empêche de partir. Les caméras du parking filment encore mieux. À 1h43, Claire descend avec un sac. À 1h45, Julien la rattrape près de l'ascenseur. Ils remontent ensemble. Le sac ne réapparaît jamais. À 10h12, Julien accepte un nouvel entretien. Il découvre que la caméra existe. Sa version change aussitôt. Il dit qu'elle voulait prendre l'air, rien de plus. Les relevés d'accès montrent un autre détail. L'ascenseur s'arrête au 3e, puis redescend vide. Personne n'est sorti de l'immeuble. Claire n'a donc jamais quitté les lieux. Le sac reste introuvable. Les médecins légistes constatent des ecchymoses fraîches. Une sur le poignet gauche. 2 derrière l'oreille. Une petite hémorragie dans les muscles du cou. Pas classique pour une simple glissade. Julien explique les bleus. Ils auraient eu un rapport intime plus tôt. Claire serait fragile de peau. Le médecin note cette phrase. Puis demande pourquoi ses genoux sont propres. Une vraie chute dans cette salle de bain laisse des traces. Genoux frappés, mains coupées, arrière du crâne contu. Claire n'a presque rien de cela. À 14h30, l'autopsie commence. Le crâne montre une blessure mineure, pas létale. Les poumons portent un début d'œdème.
La mort ne vient pas d'une noyade franche. L'examen du cou devient central. À l'œil nu, presque rien. Sous dissection, des infiltrations profondes apparaissent. Puis la radiographie révèle l'inattendu. De fines microfissures sur l'os hyoïde. Le rapport préliminaire reste prudent. Ces fissures évoquent une compression cervicale, pas une preuve absolue. Mais une chute en baignoire explique mal cela. Surtout sans choc majeur facial. À 16h02, l'inspectrice Dara appelle Julien. Elle lui demande s'il a serré le cou. Il répond trop vite. Jamais, sauf pour la relever. Personne n'avait parlé d'étranglement. Cette phrase entre au procès-verbal, spontanée, non sollicitée, et proche d'un réflexe défensif. Les enquêteurs le sentent immédiatement. Le laboratoire teste les fibres bleues. Elles viennent du cordon d'un peignoir. Un peignoir manque justement dans l'appartement. Julien dit l'avoir jeté la semaine précédente. La poubelle de l'immeuble a été vidée. À 18h11, une amie remet des messages vocaux. Claire pleure. Elle dit que Julien contrôle tout. Son argent, ses sorties, son téléphone aussi. Un message enregistré 10 jours avant frappe fort. Si je tombe un jour, vérifie mon coup. Claire rit nerveusement après cette phrase. Mais personne alors ne rit dans le bureau. La salle comprend l'avertissement. Le dossier aurait pu finir en accident. Une ligne d'os l'a empêché. Quelques micro-fissures. Et un appel trop précoce. Le lendemain, la police reprend l'appartement pièce par pièce. Sous le lit, ils trouvent le sac disparu. À l'intérieur, un chargeur, une blouse, des ordonnances. Et un billet de train pour 6h14. Claire prévoyait donc de partir. Le billet est acheté à 1h37, depuis son téléphone, avec sa carte personnelle. Julien avait dit qu'elle dormait presque déjà. Le ticket ouvre un nouveau mobile. Séparation imminente. Perte de contrôle. Et possible révélation d'autres violences. Les enquêteurs fouillent alors l'historique numérique de Julien. Son ordinateur contient des recherches récentes. Marque au cou après étranglement. Combien de temps avant rigidité? Chute salle de bain assurance décès. Horodatage, entre 0h48 et 1h12. Julien nie les recherches. Il affirme un piratage, puis blâme Claire. Elle aurait consulté des articles criminels. Mais les mots-clés sont tapés depuis son profil. À 11h06, un pharmacien appelle la brigade. Julien est venu la veille. Il a demandé un somnifère fort, sans ordonnance. Refusé. La caméra du comptoir confirme sa présence. Il portait le même sweat bleu. Les analyses toxicologiques reviennent ensuite. Claire avait de l'alcool, oui, peu, grammes par litre. Aucune dose suffisante pour provoquer un effondrement soudain. Mieux encore, ses cheveux sont humides seulement en surface. Le cuir chevelu reste presque sec. Elle n'est donc probablement pas tombée pendant sa toilette. L'eau aurait été ajoutée après. Ou laissée couler pour décorer la scène. Une salle de bain peut mentir. L'eau efface. Le carrelage simplifie. Mais les corps gardent la mémoire. À 13h40, la police saisit les draps. Une trace rosée y apparaît. Mélange de salive et de sang. Claire a probablement été plaquée sur le lit, avant d'être déplacée au sol. Le médecin affine son rapport final. Cause probable, asphyxie mécanique par compression du cou. Contribution secondaire, obstruction brève des voies aériennes. Les microfissures hyoïdiennes deviennent décisives. La thèse de l'accident s'effondre. L'os hyoïde est petit. Il flotte sous la langue. Il casse parfois lors d'étranglements. Beaucoup plus rarement dans une simple chute. Surtout avec ce motif linéaire. Les experts ajoutent une nuance. Les fissures sont bilatérales, presque symétriques. Cela évoque une pression répartie. Pas un impact unique contre un rebord, ni une flexion accidentelle du cou. Le procureur signe l'ouverture pour homicide volontaire. À 17h18, Julien est convoqué. Pas encore arrêté, mais il entre dans la salle d'audition. Et le récit commence à céder. Il demande un café, puis demande si Claire souffrait encore. Le policier ne répond pas. Julien dit alors quelque chose d'étrange. « Je n'ai pas appuyé si longtemps. » Personne encore n'avait parlé de durée.
Le silence qui suit dure 9 secondes. La caméra l'enregistre. Julien regarde la table, puis corrige. Je voulais dire, pas longtemps avec elle. Les enquêteurs montrent les photos médicales. La ligne rouge sous le menton, les hémorragies musculaires, les anneaux arrachés, le billet de train caché sous le lit. Julien se ferme, puis parle du départ. Claire voulait partir ce matin-là. Elle menaçait, selon lui, de tout prendre. Le conjoint, le chien, et surtout son image au travail. À 19h52, Dara pose le peignoir sur la table. Enfin, presque. Seulement le cordon, retrouvé derrière un container voisin. ADN de Claire à une extrémité. Peau de Julien sur le nœud central. Julien dit avoir paniqué. Il dit l'avoir retenue quelques secondes. Elle se serait débattue. Serait tombée ensuite près de la baignoire. Il n'aurait fait que mettre de l'eau. Pour la réveiller, selon lui. Mais sa version heurte les spécialistes. Les traces internes indiquent une compression continue. Pas un geste bref. Claire a aussi une morsure interne à la joue. Signe fréquent d'une lutte intense. Le temps d'appel devient alors crucial. Selon la température corporelle, Claire était morte avant 2h10. Julien appelle à 2h17. Il a donc eu plusieurs minutes seul. Assez pour déplacer, nettoyer, composer. Le relevé de son portable ajoute un choc. À 2h05, Julien consulte son assurance vie. À 2h09, il efface 3 messages. À 2h14, il ouvre l'application lampe torche. Puis seulement le 17. Il a appelé avant que le quartier soupçonne un crime. Il a appelé pour installer l'accident. Mais l'accident n'avait jamais existé. Seulement une scène déjà corrigée. L'arrestation est décidée dans la nuit. À 22h03, Julien sort menotté. La voisine filme depuis son entrée. Elle dira plus tard une phrase sèche. Il semblait soulagé qu'on arrive enfin. L'acte d'accusation retient des violences antérieures, jamais dénoncées formellement, mais visibles dans des photos anciennes. Un poignet violet, une lèvre fendue, toujours expliqué par des maladresses. Le procès s'ouvre 19 mois plus tard. Cour d'assises de Haute-Vienne. Julien plaide l'homicide involontaire. Une dispute, une retenue, une chute aggravante. Pas une intention de tuer. Le ministère public revient au cou. Toujours au cou, aux muscles infiltrés, aux cordons cachés, aux recherches nocturnes et à cet appel trop savant. Les jurés entendent aussi la répartitrice. Elle rejoue l'enregistrement. Julien n'a pas la voix d'un homme surpris. Il guide déjà la cause. Il offre une explication avant les secours, comme s'il craignait une autre lecture. Le légiste parle simplement. Les micro-fissures ne racontent pas tout, mais elles interdisent l'histoire proposée. Cette phrase reste suspendue dans la salle. Même Julien cesse de bouger. La défense insiste sur l'incertitude scientifique. Chaque os diffère, chaque scène aussi. Mais l'accumulation pèse davantage que le doute isolé. Téléphone, cordon, caméra, mensonges successifs. Le verdict tombe au 6e jour. Coupable de meurtre sur conjoint. Peine, 22 ans de réclusion. Interdiction de contact avec la famille de Claire. Et dommages civils importants. Après le procès, une question reste pourtant ouverte. Le sac de Claire était caché, le billet aussi. Mais un objet manque toujours. Sa seconde carte SIM, jamais retrouvée. Les techniciens pensent qu'elle contenait des sauvegardes. Peut-être des enregistrements, peut-être rien. Julien n'a jamais expliqué sa disparition, et personne ne l'a retrouvée. La mère de Claire garde une copie du rapport. Elle relit surtout une page, celle du cou, celle des micro-fissures, une ligne de laboratoire froide et minuscule, qui a retourné toute la nuit. Au début, il disait baignoire. À la fin, tout revenait à cet os, petit, cassé, et plus crédible que sa voix. Sans ces fractures presque invisibles, le dossier se refermait. Un décès domestique.